Voilà, donc j'ai l'honneur, hein, donc de me présenter quelques illustrations des questions que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, quelques enjeux, nous, de notre côté, bon, sur les questions d'eau plus particulièrement, et quelques questions, hein, que l'on se pose, pour lesquelles on pense avoir des pistes de solutions, mais pour lesquelles on attend aussi l'expertise, hein, des partenaires présents ici. Alors, déjà, voilà, nous, notre objet, hein, de départ, c'est bien l'eau, un lot bien commun, bien précieux, qui évidemment est au cœur de toutes nos activités, et qui est évidemment alors, menacé par l'ampleur des activités humaines, hein. Donc c'est vrai que si on regarde, hein, globalement le cycle de l'eau est très abondante sur Terre, mais l'eau qui est disponible, et notamment pour nos activités, elle est en quantité beaucoup plus réduite. Et on est aujourd'hui avec un impact global des activités humaines, hein, qui représentent, en termes de flux d'eau, à peu près la moitié de l'eau qui s'écoule par les cours d'eau. Alors évidemment, il y a de très grandes hétérogénéités sur Terre, et puis des très grandes hétérogénéités temporelles. Si on compte l'eau, alors notamment plus sur l'angle agricole, on a ce qu'on appelle l'eau verte, hein, qui représente la part importante de l'eau, donc qui prive les flux d'eau des cours d'eau. L'eau verte, donc, qui va être du coup transpirée par la production, par l'agriculture. L'eau bleue, donc l'eau qu'on va prélever, qu'on va transporter pour donc irriguer nos cultures et satisfaire d'autres usages. Et puis les eaux grises, hein, qui correspondent à l'impact des activités humaines sur la qualité de l'eau. Donc tout ceci représente un flux de environ la moitié des débits qui s'écoulent par les cours d'eau. Alors évidemment, donc, cet impact est énorme, et particulièrement lorsque les cours d'eau sont en régime d'étiage, c'est-à-dire que c'est là qu'on a le moins d'eau, et c'est là que nos activités humaines ont besoin du plus d'eau. Ce qui est évidemment essentiel de comprendre, c'est que la réponse pourquoi est-ce qu'on prend de l'eau, notamment pour l'agriculture, c'est qu'on a une réponse qui est tout à fait directe entre la production de biomasse et la quantité d'eau disponible. Pour illustrer cet aspect-là, on peut prendre une réponse typique des rendements des céréales à l'eau. Donc c'est une illustration un petit peu ancienne aujourd'hui, mais évidemment qui est entièrement valable encore aujourd'hui, et à peu près quels que soient les types de cultures. Donc quand on augmente la disponibilité de l'eau pour une culture, eh bien, on augmente la production de biomasse, et dès lors qu'on veut produire plus, eh bien, on est amené à utiliser plus d'eau. Alors l'eau, c'est pas forcément, l'eau, on va la trouver dans les sols. On va pouvoir jouer notamment sur les périodes de culture, hein, pour utiliser l'eau là où elle est le plus naturellement disponible. Mais ça nous amène aussi à détourner de l'eau, des masses d'eau pour irriguer. Aujourd'hui, hein, les terres irriguées représentent à peu près 20% des surfaces cultivées dans le monde. Alors c'est relativement faible, mais avec des rendements qui sont normalement largement supérieurs. Au niveau national, donc en France, hein, pour revenir à un contexte un petit peu plus local, donc on peut également effectuer ce bilan. Alors l'irrigation aujourd'hui, donc l'eau bleue utilisée pour l'agriculture, représente environ des volumes prélevés à l'année. Vous allez me dire c'est relativement faible. Le problème, c'est que ça représente plus de 50% des volumes consommés en été, avec évidemment de grandes disparités géographiques et aussi de grandes variabilités interannuelles. Et c'est justement dans ces périodes les plus critiques, hein, que sont les situations de crise. Alors, il faut voir aussi que dans les prélèvements, on a une partie, hein, de ces prélèvements qui est retournée au milieu, et puis une partie qui est consommée directement, notamment à l'agriculture, c'est tout ce qui est évapotranspiré.
les quantités d'eau annuelles alors sont essentiellement estimées. On a pas mal d'incertitudes, et notamment sur l'usage de l'eau agricole, mais c'est environ 3 milliards de mètres cubes d'eau qui sont utilisés par l'agriculture, donc avec des marges d'incertitude relativement élevées. C'est un point sur lequel on pourra revenir. Alors, l'eau pour l'agriculture, c'est donc essentiellement pour l'irrigation. Si on veut faire un état de l'art des surfaces irriguées en France, alors on a la chance d'avoir le recensement agricole de 2020 qui a mis à jour cette enquête. Je me suis dit, cette enquête agricole nécessite un travail assez approfondi pour dresser un paysage voilà, un paysage donc fouillé, bien comprendre quels sont les déterminants notamment de l'irrigation. Ce travail a été fait régulièrement, en tout cas il a été fait de façon fouillée en 2010 dans une étude qui brosse l'état de l'irrigation en France. Donc c'est environ 6% de la surface agricole utile pour 1,57 million d'hectares. Avec environ la moitié des surfaces donc pour la production de maïs. Et donc l'irrigation est pratiquée par environ 15% des exploitations. Alors, la carte des surfaces irriguées, donc vous l'avez ici, donc avec de grandes. Nous sommes voilà, du côté de Bordeaux, hein, donc on est sur des régions où effectivement l'irrigation est souvent très visible. Et puis évidemment le sud de la France aussi compte un grand nombre de surfaces irriguées. Ce qui est remarquable, hein, c'est que donc, toutes les régions de France sont concernées par l'irrigation. Alors c'est vrai qu'en 2010, on a vu une relative stagnation de l'évolution des surfaces irriguées en France par rapport à l'année 2000, après donc quelques décennies de croissance. Et aujourd'hui, le recensement agricole de 2020 pose un certain nombre de questions, alors qui ont été notamment mises en avant par France Nature Environnement, par une première analyse du RGA de 2020, qui semble révéler une hausse des surfaces irriguées en France. Donc c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est une tendance lourde? Est-ce que c'est une tendance qu'on peut relier notamment au changement climatique ou à l'évolution des filières? Toujours est-il que cette hausse de 8% des surfaces irriguées interroge et va nous amener au niveau de la chaire à apporter une expertise pour comprendre ces dynamiques. Quels sont les effets saison? On a effectivement une variabilité interannuelle qui est importante et donc ceci doit être pris en compte. Et quelle est aussi la dynamique au niveau des filières? Quelle est la dynamique au niveau des régions? Évidemment, de 2022 marque les esprits avec la situation qu'on a vécue partout en France. L'exemple de cette carte montre que bien peu de régions ont été épargnées par les arrêtés sécheresse. Ce qui est remarquable aussi, c'est que quand on regarde cette dernière décennie, avec ici sur le graphique de gauche, les arrêtés sécheresse, donc avec les différents niveaux, niveau d'alerte renforcé, niveau de crise, vous voyez que la part du rouge augmente progressivement, la part du jaune également, c'est-à-dire qu'on a globalement des situations de crise qui apparaissent de plus en plus tôt dans l'année, et qui concernent de plus en plus de départements, et ceci est même ceci même sans avoir pris en compte l'année de 2022 qui est particulière, avec un point d'interrogation. Donc voilà, que peut-on dire aujourd'hui du changement climatique? Alors bon, déjà un certain nombre de signes vis-à-vis de l'agriculture. Alors sur la viticulture méditerranéenne, notamment, on voit une évolution des demandes d'irrigation. On a aussi été marqué par le coup de chaud de 2019 avec 46 degrés dans la région de Montpellier. Et donc de nombreuses vignes qui ont souffert de ce coup de chaud. Donc de ce fait, voilà, quel est le rôle en particulier du changement climatique sur l'augmentation des demandes de raccordement pour la viticulture?
C'est une question qu'on doit se poser. Sur un autre type de culture, donc les cultures de printemps, on voit aussi un déséquilibre croissant entre les précipitations et l'évapotranspiration ou la demande climatique sur les 5 premiers mois de l'année, donc ce qui pose évidemment des questions importantes pour tout ce qui est culture des céréales, notamment de printemps, qui de plus en plus deviennent dépendants de l'irrigation et bien sûr qui permet d'avoir des gains de productivité grâce à des apports d'eau supplémentaires. Alors, si on se projette un petit peu dans le futur, c'est bien l'horizon sur lequel on souhaite travailler au niveau de la chaire. C'est évidemment le cadre, c'est celui des changements climatiques donc, et les dernières projections qui, évidemment, ne sont pas très optimistes. Donc, si on regarde au niveau mondial, par exemple, sur tout ce qui est précipitation, alors on voit que certaines zones devraient recevoir des précipitations, des volumes d'eau plus importants, mais les régions qui sont déjà en tension, et notamment nos régions méditerranéennes, comme vous pouvez le voir, sont dans le rouge, c'est-à-dire avec des changements importants à attendre au niveau des précipitations qui constituent donc les volumes d'eau disponibles chaque année. Et si on intègre également l'augmentation des températures et qui va se traduire par une augmentation de la demande climatique, eh bien là c'est encore pire. On voit que il faut s'attendre à des déficits de plus en plus marqués et avec aussi des variabilités annuelles de plus en plus fortes. Alors c'est bien ça dont il faut qu'on s'inquiète aujourd'hui. Alors pour la France, donc si je fais un petit zoom, notamment donc grâce au modèle de régionalisation donc de ces changements climatiques, donc la situation n'est pas beaucoup plus optimiste, et notamment sur le sud de la France, qui devrait avoir donc des déficits. Évidemment des températures plus élevées, donc, qui se traduisent par une évapotranspiration potentielle plus forte et des précipitations plus réduites, et notamment en période estivale, ce qui va évidemment accentuer les déficits hydriques, et notamment pour l'agriculture. Alors, évidemment, après, donc, il va y avoir deux aspects, donc la ressource en eau et puis les usages. Pour la ressource en eau, INRAE avait mené en 2013, donc avec des partenaires, en particulier BRL, ici présent et partenaire de nos chairs, donc une étude sur l'impact de ces changements climatiques sur les débits naturels des cours d'eau. Alors, l'impact, c'est celui-là, c'est évidemment une diminution significative des débits annuels moyens des cours d'eau, donc dû en particulier à des précipitations plus faibles en été, éventuellement dans certaines régions des précipitations plus élevées en hiver, mais globalement un déficit accru au niveau des cours d'eau. Alors on obtient ce type d'analyse qui est en cours d'actualisation par INRAE. Donc cette carte montre l'évolution des débits naturels annuels moyens, avec des flèches qui vont vers le bas, donc c'est quand ça diminue, et vous voyez que ça diminue partout. Et puis la taille des triangles, c'est l'incertitude. Plus les triangles sont gros, plus l'incertitude est faible. Et on voit que on a quand même beaucoup de gros triangles, et avec des couleurs assez foncées. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre effectivement à une disponibilité plus faible des ressources naturelles, jusqu'à 40 à 50% donc, dans le sud de la France. Alors, ceci couplé à une demande accrue pour nos activités, et en particulier l'agriculture, c'est évidemment un sujet d'inquiétude majeure. Alors, les voies d'adaptation sur lesquelles on souhaite travailler, c'est déjà un axe de sobriété et résilience qui va nous amener à interroger notamment les modes de culture, donc comment adapter gestion de l'eau et pratiques agroécologiques.
c'est évidemment développer tout ce qui permet de faire des économies d'eau à de multiples échelles, hein, que ce soit au niveau des techniques de culture, des techniques de transport d'eau, et technique organisationnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la technique, hein, qui va permettre de rendre nos systèmes plus efficients, mais c'est aussi la façon dont on va les gérer. C'est aussi une des pistes à explorer. C'est aussi tout ce qui est réusage, alors en particulier la réutilisation des eaux usées en agriculture. Donc c'est alors un sujet qui peut paraître naturel, mais qui est aussi très porteur de controverses, parce que beaucoup de cours d'eau, et on voit donc les menaces, hein, qui pèsent sur les cours d'eau, notamment en période estivale. Beaucoup de cours d'eau ont leur débit qui est alimenté aussi par des rejets de stations d'épuration. Donc la réutilisation des eaux usées n'est pas toujours la solution miracle. Elle paraît intéressante parce qu'on valorise une eau qui normalement a peu de valeur, mais elle pose aussi des questions. Alors après, dans certains contextes, la solution est plus naturelle, mais voilà, il y a de nombreux enjeux, en particulier environnementaux, et puis aussi économiques. Alors, ralentissement du cycle de l'eau, transfert, stockage. Bon, voilà, alors on parle beaucoup du stockage, et j'ai mis une illustration peut-être un petit peu, non pas par provocation, c'est pas du tout ce que je souhaite faire, mais il est vrai que le stockage, s'il paraît naturel d'un point de vue hydrologique, il pose quand même aussi des questions sur la modification du cycle de l'eau. Et enfin des questions importantes, des questions de société qu'il ne faut absolument pas écarter. Et c'est bien aussi, hein, ce qu'on souhaite faire à travers la chaire, donc apporter. Et c'est bien aussi une des choses qu'on attend du numérique, c'est apporter des éléments d'objectivation, de mise en débat, hein, pour avoir des débats sains autour de ces questions de stockage. Alors évidemment, il y a différentes formes de stockage, et en particulier, j'ai mis 2 illustrations donc qui voilà, pour amener à réfléchir. Le stockage, c'est aussi le stockage dans les sols, c'est aussi le stockage sous toutes ses formes, comment aussi aménager les bassins versants de façon à mieux retenir l'eau, pour permettre nos usages en dégradant le moins possible notre environnement. Alors, si je reviens maintenant un petit peu plus spécifiquement pour poser quelques questions, puis bon, j'espère on aura un certain nombre de réponses au cours de toute cette journée. Donc, quelles attentes, hein, vis-à-vis du numérique? Eh bien, voilà, déjà l'ambition et ce qu'on attend du numérique, c'est et ce sur quoi on a travaillé, c'est l'accélération des nécessaires transitions vers un modèle résilient. Alors, qui va nous poser des questions donc à différentes échelles sur la connaissance de la ressource. Bon, je disais en introduction, hein, sur le cycle de l'eau, on a évidemment beaucoup d'incertitudes. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne mesure pas. Mais quand on descend à des plus petites échelles et plus encore, hein, au niveau individuel, eh bien, à des niveaux très locaux, voilà, la ressource est difficile souvent à connaître en un point donné. Donc, quelle est sa disponibilité, quels sont les besoins réels, notamment pour nos activités agricoles. C'est aussi connaissance des pratiques. Bon, par exemple, hein, sur le recensement agricole, on a une vision assez globale, assez macro, mais qui nécessite réellement d'être affinée, qui nécessite pour ça des données. Notamment sur les prélèvements, quels sont les prélèvements réels. Alors, il y a des situations où, voilà, quand on a des points de mesure sur un réseau, et on a de très bons gestionnaires de réseau, y compris présents ici dans cette salle, hein, qui ont des points de mesure un petit peu partout. Mais ce qui se passe entre leurs points de mesure, que se passe-t-il? Que font vraiment les agriculteurs avec les prélèvements, et ces prélèvements sont-ils connus? Donc il y a beaucoup d'attentes, hein, de ce point de vue-là, pour caractériser, pour pouvoir gérer en temps réel, mais aussi pour pouvoir comprendre les pratiques, de façon aussi à pouvoir les adapter. Il est important aussi, en termes de connaissances, de pouvoir mettre en relation un petit peu l'ensemble de la chaîne, hein, depuis l'agriculteur jusqu'au territoire de gestion, mais même encore plus largement au niveau de filière. Voilà, et pour ça, donc, on a besoin de solutions
intégré, de pouvoir caractériser l'ensemble des éléments sur toutes ces échelles. Ceci permet, et sur les aspects quantité et qualité. Alors ceci permet aussi de diffuser, c'est aussi ça qu'on attend, de pouvoir communiquer entre ces différentes échelles, avoir des bases de données sur lesquelles on peut s'appuyer pour le pilotage en particulier, un pilotage là encore aussi à ces différentes échelles, et puis après optimiser l'ensemble de la chaîne. Un point donc, que j'avais introduit un petit peu sur quelques sujets, donc dès lors qu'on a des controverses, ces solutions numériques, on peut aussi attendre qu'elles explicitent, qu'elles mettent à disposition de la donnée, de l'information pour éclairer les débats. Alors, on n'est pas sans rien, c'est vrai que, y compris dans notre communauté, je dirais plus haut, on travaille aussi sur différentes solutions. J'ai pris 2 exemples. Alors, les avancées, elles portent aussi bien sur l'acquisition de données, le traitement de l'information ou la diffusion. La diffusion, c'est ce que permet aujourd'hui l'agriculture du numérique qui gagne nos sociétés, avec des terminaux, des téléphones portables qui rendent de plus en plus accessible cette information. Ce n'est pas le cas dans tous les pays dans lesquels on travaille. Donc il y a réellement un sujet là aussi de démocratisation de ces avancées. 2 petits exemples, donc on travaille en particulier 2 petits exemples très courts d'ailleurs. Ok, donc j'ai dû être un peu trop long. Donc voilà, des solutions numériques low-tech avec des capteurs donc à très bas coût. Alors évidemment, ça va poser plein de questions. Dans quelle mesure sont-ils fiables et que permettent-ils? Est-ce qu'ils permettent c'est une appropriation qu'on déplore parfois, donc une faible appropriation. Donc un travail qui est mené en particulier dans le sud de la France et en Tunisie, sur différents systèmes de culture. Alors, on a ici une culture de pommes de terre en Tunisie, donc équipée de capteurs à moins de 20 €, connectés sur le réseau LoRa et avec une information mise à disposition des agriculteurs. Et puis à une autre échelle, c'est tout ce qui est aussi donc l'information spatiale, qui alors aujourd'hui avec les satellites, notamment les constellations Sentinelle 1 et 2 là depuis 5-6 ans, donc permet d'avoir un volume d'informations qui est absolument considérable, alors qui permet par exemple d'avoir un premier élément de la chaîne qui est l'occupation du sol, que cultive-t-on, en quel endroit, et c'est à des résolutions très fines et avec une revisite temporelle très courte. Et puis des modèles qui vont nous permettre après de prendre des décisions. Alors, voilà, et bien sûr aussi des volumes de données considérables qui posent question sur qu'est-ce qu'on peut faire de ces données, les stocker, les mettre à disposition, etc. Alors, du coup, voilà, j'arrive à ma dernière diapositive. Donc les questionnements, je les résume un petit peu ici. Donc j'en ai donné quelques illustrations. Donc on ressent des questionnements communs avec donc la communauté du numérique. Donc un besoin impérieux de collaboration. Alors sur des questions de normalisation, d'ouverture des données, d'interopérabilité, de développement de services et de pérennité aussi de ces services. Il y a aussi la question de la confiance, aussi comment utiliser le numérique en transparence. Est-ce qu'on va l'utiliser pour faire la police de l'eau en particulier? Des questionnements aussi au niveau technique, et en particulier, voilà, quel est le coût, le bénéfice pour les usagers, quel modèle économique aussi mettre derrière les solutions qu'on doit développer. On doit aussi s'interroger sur les défauts d'adoption, sur les conditions d'adoption des solutions numériques pour l'ensemble des acteurs et l'ensemble des agriculteurs en particulier. Et puis voilà, un point qui est important et qui est au cœur de notre projet, c'est sobriété et développement raisonné des ressources. Il ne faut pas qu'on l'oublie.
N'oubliez pas que cette semaine, on est donc il y a la COP, il n'y a pas que la Coupe du Monde, il y a aussi la COP 15 à Montréal, hein, qui nous amène à réfléchir et à trouver des solutions donc par rapport à la perte de biodiversité. Donc on doit aller vers un modèle sobre et raisonné, et donc et ne pas développer de nouveaux besoins, donc éviter les effets rebonds. Comme voilà, on sait que la création de ressources, hein, notamment, peut créer de nouveaux besoins. Or là, il faut absolument qu'on intègre ce paradoxe dans les solutions qu'on va développer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles, pour le cadre exposé. On a compris, hein, on peut l'applaudir, bien sûr, pour le remercier pour cet exposé introductif ultra nécessaire.